Donc sans plus attendre, on va donner la parole au binôme Jean-Michel Lejeune et Jean-Jacques Fry. Jean-Jacques Fry a déjà été présenté ce matin, donc juste quelques mots de présentation pour Jean-Michel Lejeune, qui est un expert extrêmement aguerri dans le domaine des barrages, en particulier en remblai, avec plus de 40 ans d'expérience dans le bureau d'ingénierie et puis maintenant en tant qu'expert indépendant. Et il va essayer en un nombre de minutes limité de nous faire part de toutes ces années d'expérience, un sacré challenge. À toi Jean-Michel. Merci. Et nous, on va être au chronomètre pour... Bon, donc brièvement, le sommaire, vous l'avez sous les yeux. Je vais remettre les barrages en terre dans un cadre un peu plus général. Traiter des reconnaissances et études, j'allais dire à l'ancienne un peu. Et ensuite, la construction, le contrôle et la pathologie, auscultation et construction. Alors, je vais parler des barrages en terre, mais en France et à l'étranger, mais surtout dans le cadre de ce que j'appelle la production industrielle. Et la production industrielle, tant en études qu'en construction, c'est un domaine où on a des impératifs de délai et de coût. On ne peut pas, on ne joue pas les chevaux légers dans la nature. Principe directeur du barrage, pour moi, ça résulte de discussions avec Bruno Simon, humilité devant la nature et respect de quelques fondamentaux. Et je vais essayer d'illustrer ça dans mes présentations qui vont suivre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés au non-respect de ces choses-là. Alors, l'humilité devant la nature, c'est les données du site. Le climat, la pluviométrie, les conditions sismiques, topomorphologie, nature des fondations, parce que nos barrages en terre sont sympas, ils s'accordent de fondations déformables, et surtout ressources du site en matériaux de construction, et notamment nos fichus sols fins qui vont constituer les organes d'étanchéité de l'ouvrage. Bon, ensuite, il y a d'autres éléments clés, je vous les passe, mais la maîtrise de la rivière pendant les travaux, c'est aussi un truc intéressant, et c'est tout aussi intéressant que la géotechnique. Bon, sol fin, classification, j'en parle pas, tout le monde connaît. La notion varie suivant les pays et les réglementations. J'ajoute simplement que si on veut des sols fins pour l'étanchéité, il y a des matériaux sympas et bien connus dans le monde entier. C'est les sablons graveleux grossiers qui, à 12% de fine, sont des matériaux pseudo-étanches. Donc si on ne cherche pas midi à 14 h en étanchéité, on peut les utiliser. Et là, il y a un exemple, c'est au Chili en 1982, projet américain, barrage de Machicura, critère, plus de 11% de fine sur les matériaux extraits du canal de Devolution au Rio. Alors, gros boulot de contrôle, parce que contrôler en granulométrie géante et pas sur 3 kg de câblotte, quel est vraiment le pourcentage opératif de passant à 74 microns, c'est un sacré boulot. Alors, l'origine des terres, c'est bien beau de faire des classifs là, sur le passant à 80 mu, mais l'élément principal, c'est l'origine du matériau. Alors, à gauche, du sédimentaire, la photo est prise en Tunisie. À droite, du sol résiduel, la photo est au Burkina. C'est une phase de remblai sur la Comoé. Caractéristiques d'identification, passant à 80 mu et IP, kiff-kiff pour les deux matériaux. Par contre, au niveau des angles de frottement intergranulaire, il y a 10 degrés de plus sur le sol résiduel, à caractéristiques d'identification égales que sur le sol alluvial. Donc ça, c'est un petit élément pour montrer qu'il ne faut pas parler de terre fine sans toujours préciser de où elles viennent. Alors, altération, nomenclature. Je ne sais pas si je vais réussir à utiliser ce pointeur. Ouais. Donc le sol qu'on utilise dans nos barrages, au titre du sol, c'est ce qui, dans la nomenclature et en degré d'altération, c'est le degré 6 à 4 des classifications anglaises. Ce que les gens savants appellent saprolite et que je persiste d'appeler latérite. En dessous, c'est la roche. Au-dessus de cette séquence, il y a des fois de la latérite gravillonnaire, c'est du granulo discontinu, du 5,25 avec une queue fine. Et au-dessus, une sacrée cochonnerie, c'est-à-dire la carapace latéritique, dans lequel vous pouvez péter la dent d'un D9, ou si vous voulez la passer, il faut la passer à l'explosif. Bon, alors ça, c'est la nomenclature sympa, et à côté, il y a les anomalies qu'on trouve.
hein, quand on ouvre les fondations. Alors, ce n'est pas le thème de la journée, mais moi, j'ai été plus embêté par des fondations que par le sol fin lui-même. Donc, à gauche, sur le pavé de gauche, c'est 8 mètres de profondeur dans un chenal de dérivation, et vous voyez des canalicules poreuses dans lesquelles circule la nappe. À droite, c'est la clé d'ancrage du même barrage sur la rive gauche. La fouille fait 8 mètres de profondeur, et vous voyez des vacuoles de 30 cm de diamètre qui se baladent au sein de l'argile latéritique. Donc, je ne vais pas discuter dans la réunion là, de quoi vient ce bazar. Toujours est-il qu'en constructeur, on est obligé de faire avec. Donc faire avec, ça veut dire qu'on a cimenté les cavités et on a mis une feuille géotextile à l'aval dans les quais d'ancrage. Parce que cet ouvrage, c'est un ouvrage d'irrigation, et si vous arrivez à prouver la rentabilité économique d'un ouvrage d'irrigation, faites-moi signe. Alors, autre point, mise en garde. Mise en garde, bah, si vous commencez à tripoter la terre des sols résiduels, hartouille. Si vous séchez les terres, si vous commencez à les rahumidifier, à faire du grand n'importe quoi, vous flinguez complètement les limites d'Atterberg et les références Proctor. Donc tout ce dont vous pouvez parler après, ça ne vaut plus un coup. Donc le truc de base, c'est de respect de ce fondamental. Et ça, c'est la source de problèmes d'études, de construction, de contrôle et de procédures contentieuses. Alors, un exemple, alors j'en ai choisi un où il y a des pépins, 2 types de matériaux trouvés, humidité devant la nature, il tombe 1250 mm par mois, il pleut au mois de mai, donc on reste à la maison, on ne fait pas de remblai, et du 15 juillet au 15 octobre, c'est pareil, on n'essaye pas de faire des remblais contrôlés, ou faute de quoi, on va avoir n'importe quoi dans les mises en œuvre. Alors, le profil du barrage à utiliser au mieux, c'est 2 catégories de matériaux. Les argiles sortant d'un chenal évacuateur de crue qui est en extrémité rive gauche. Et les latérites gravillonnaires, on en avait qu'un petit chouïa, on les a mises dans les parties basses. Le petit pointillé, c'est le dessin des clés d'ancrage que vous avez vu tout à l'heure. Hein, c'est le profil qui va vers les rives. Il a été équipé d'un géotextile pour éviter qu'on pompe ces fichues fines dans les canalicules du terrain. Alors les terres, est-ce qu'elles ont fait parler d'elles? La réponse non. Hein, les specs étaient à -1 + 1, supérieur à 95% de l'OPN. On a contrôlé en méthode de ILF, dont je parlerai tout à l'heure, qui permet d'éviter de traiter les hétérogénéités et toutes les dérives inhérentes et des proctors de référence complètement loufoques que je vois continuer à utiliser sur certains chantiers. Vous voyez qu'on a réussi à compacter légèrement côté sec, et soit -0,1 ou -0,4, et ça c'était très bien, puisque notre talus aval, il était à 2,20 pour 1, hein, ce qui est quand même relativement raide. Vous voulez dire les contrôles, qu'est-ce que c'est? Ben oui, les contrôles, ils sont corroborés par l'auscultation de fin de construction, la génération de pression interstitielle en fin de construction sur ces terres mises en place côté sèche, 0. Pas de réponse des capteurs, et je précise que les capteurs marchaient, puisque quand on a mis en eau, ils se sont mis à répondre. Ils n'étaient pas foutus, parce que des fois on a des capteurs à 0 qui sont purement et simplement non opératifs. Bon. Alors, ben, les difficultés, donc c'était pas la terre. Les fondations et les canalicules en rive gauche, j'en ai déjà parlé, j'y reviendrai pas. Il y a une expertise en cours ou qui a été faite ces 2 dernières années qui a conduit à une confortation en haut de la rive gauche. Confortation héroïque et brutale en battant des rideaux de pale-planche à travers, en suspectant une érosion régressive sur laquelle je m'interroge toujours. Mais je n'ai pas été partie prenante dans la dite expertise, puisque c'est trop simple d'interroger les gens qu'on construit, c'est mieux de conduire l'expertise sans demander quoi que ce soit à personne. C'est les façons modernes de travailler. Autre point, ben moi ce qui me gênait en tant que chef de projet où qui faisait sa propre géotechnique, ben c'est ce que j'appellerais des détails, c'était pas la terre, hein, c'était un collier filtrant autour de l'ouvrage béton pour éviter les renardages. Et là aussi j'ai vu une expertise où on me disait qu'il y avait du renardage. J'aimerais grand Dieu qu'on m'explique comment c'était possible. En dessous, hein, une astuce d'entreprise, monsieur Grand-Père à NFEI à qui je rends hommage, qui, comme le filtre faisait 180 km pour venir, a imaginé un traîneau à 3 compartiments qui épaulait le filtre en 80 cm de large pour éviter qu'il foute le camp au sapin de Noël. Donc ça, c'est une sacrée astuce. Et à droite, des travaux qui, selon la terminologie locale au Burkina, s'appellent à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire des poses de moellons
mais c'est d'une efficacité remarquable, et à ma connaissance, il n'y a eu aucun désordre de protection du parement aval, en moellons de faible qualité, ou amont, avec des moellons latéritiques très sains, pour protéger le talus amont, qui lui, on avait posé une couche géotextile en sous-face, qui n'a pas été posée à l'aval. Bon, je passe à autre chose. Bon, ça, très rapidement, on n'a pas le temps, il y a trop peu de temps. Bon, noyau central, c'est en Algérie. Recharge en grès, est-ce que le problème a été le noyau en argile? Non. Le problème, ça a été le compactage de la recharge amont pour pas qu'elle liquéfie sous un séisme, non pas hypothétique, mais un vrai de vrai, puisqu'il y avait eu en 2003 le séisme de Boumerdès. Donc là, il a fallu, et c'est la seule fois où j'ai vécu ça, compacter la recharge amont de grès tendre pourri, de l'astien, la formation géologique d'hier soir, à plus de 98% de l'OPM. Bon, un autre exemple de zonage, c'est Kébir en Tunisie, paysage d'Oued. Paysage d'Oued, une haute terrasse d'alluvions grossières, rubéfiées, fortement chargées en fine. Dans le lit actif de l'Oued, des alluvions réputées propres, enfin, propres façon de parler, et des argiles qui a été trouvées facilement. Donc, principe du zonage, zone étanche, le noyau, qu'on a trouvé au-dessus des hautes terrasses, et flanqué de part et d'autre des alluvions sales plus les alluvions propres en zone extérieure. Avantage de la nature, cadeau pour une fois, on a trouvé pratiquement les blocs de riprap au contact entre le substratum et les alluvions propres. La petite photo de gauche, c'est pour montrer qu'un barrage en terre, même quand on est face à des aléas, et là c'était l'effondrement général du tunnel de dérivation, on n'est pas pour autant bloqué si on est un peu astucieux dans le phasage des travaux, et on peut monter, là on a monté l'aile rive droite du barrage, on en voit le reste dans la photo supérieure, hein, c'est ce merlon de terre qui a été monté avant qu'ensuite on vienne fermer en deuxième phase la zone où coule actuellement l'Oued. Ah, j'ai fait l'erreur fatale. Bon. Alors, je passe aux études, et là, je montre une prospection à l'ancienne. À l'ancienne, c'est un campement en isolement total, un pays qui maintenant s'appelle Burkina, et à l'époque encore Haute-Volta, et c'est une prospection EDF d'AFECO, et je tiens à montrer comment ça se passait à l'époque, et vous pourrez faire la comparaison avec vous, ce que vous pouvez vivre de votre côté maintenant. Donc, isolement total, le campement, on le voit d'avion sur la petite photo à droite, la Volta qui coule, et l'aménagement est d'un côté le Ghana, de l'autre le Burkina. Et le service prospection d'EDF avait là, pendant 4 mois, 2 ingénieurs prospecteurs. Les forages étaient en cours, les puits de reconnaissance terre étaient en cours, le chef de projet était en mission, les géophysiciens étaient passés les semaines précédentes pour connaître les épaisseurs de terrain meuble, et dans la case travail ici, tout le monde réfléchissait un peu de façon globale le soir. Bon, cette méthode de travail, à l'époque, avait ses avantages. Je ne sais plus trop que dire des méthodes actuelles avec les sous-traitances en cascade dans tous les sens. Étude, prospection de site. Quand on est en Afrique, la main-d'œuvre était pas chère, et puis on parle d'échantillons, de trucs et de machins. C'est que dans les altérations africaines, degré 6, 5, 4 des classifications anglo-saxonnes, où la nappe est en général très basse au niveau du caillou, vous avez la possibilité de faire des puits manuels et de les inspecter. Donc le géotechnicien, s'il est professionnel, il est prié de descendre dans le trou en utilisant le matériel high-tech de la photo de gauche, c'est-à-dire une échelle de spéléo, modèle vieux camper, disponible pour des bourses modestes, et du matériel annexe, genre piochon de géologue, pour avoir le plaisir de taper dans les parois du puits et de s'apercevoir que dans les altérations en profondeur, on enfonce le piochon jusqu'à la garde, ce qui est un indicateur de faible densité, et non pas, comme le prétendent certains experts, un indicateur d'érosion interne. Et on y prélève des boîtes cubiques, c'est sec, on envoie des gars, on prélève les sacs, on a des échantillons, qualité 1 des recommandations british. Bon, alors je suppose que c'est le même gars, alors là aussi c'est quelque chose qu'on ne voit plus maintenant, que tous sous-traitent, que le gars qui a crapahuté dans les puits a également choisi ses boîtes cubiques, ses échantillons. Il arrive à la maison, et j'espère, comme il est géotechnicien, qu'il a un labo,
qui ne sous-traite pas ça au bout du monde à vil prix, et il va pouvoir regrouper des groupes de matériaux en fonction de ses opérations visuelles, confrontés par des petits essais de labo, d'identification. Une fois qu'il est clair, il a trouvé 2-3 groupes, et là-dessus, il va balancer une palanquée d'essais dûment contrôlés, notamment ces fichus Proctor. Pas d'étuvage d'éther, pas de bidouillage pour faire des belles courbes qui couvrent la feuille. On travaille autour des teneurs en eau naturelles. Et maintenant, ça je l'ai ajouté, on trace cette pratique british des teneurs en air à 0, 5 et 10% qui vont beaucoup nous aider par la suite. Et on fait du cohésimètre dans le moulage, le petit cohésimètre tranquille quand on est du côté humide. On a parlé ce matin côté sec, côté humide, on va y venir. Donc les essais mécaniques, je les ai listés en dessous, hein, c'est les essais tout bêtes du labo qui sont faits pour ces différentes écarts W-W haute, côté sec, teneur en eau optimale, côté humide, suivant les conditions qui ont été révélées par la reconnaissance. Alors attention, je mets en avant que les triaxiaux CD ou CU plus U, on les sature sous contre-pression. On sait ça aussi depuis 1955. Faute de quoi, si on ne le fait pas, on va trouver 60 kPa de cohésion d'intercept et on peut faire tenir un barrage en terre avec des talus comme ça. Et le pinole test que j'ai oublié. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je refasse là? Voilà. Tac, ça c'est réglé. Alors, essai à l'ancienne, bah ouais, c'est tout jaune encore, hein, ça jaunit à la lumière dans mon bureau. C'est que jadis, quand on faisait des essais Proctor, on picousait le moulage avec une aiguille Proctor et on l'écrasait ensuite en compression simple. Alors c'est quand même vachement intéressant parce que vous voyez que par exemple la WO plus 3, vous avez 1,3 kg par centimètre carré de résistance à la compression, côté humide. Je divise ça à la louche par 2 parce que je ne suis pas délicat et que je ne suis pas loin de la saturation, c'est-à-dire 65 kPa de résistance non drainée. Bien, c'est une indication intéressante ça, à la fois pour la traficabilité et comme disait Tardieu, pour la stabilité. À droite, c'est le même boulot fait avec des cohésimètres dans le moule Proctor, en disant, grand Dieu, où vais-je mettre les pieds? Ben, je fais cette petite manip. Ça ne mange pas de pain, en plus-value de l'essai de compactage, et je peux tracer un petit tabac qui va me donner les écarts W, la variation de la cohésion, la résistance non drainée, en fonction de l'écart W moins W haute. Bon, je vais reporter des bricoles que vous verrez dans le bouquin, pour montrer que même nos contrôles sur chantier retombent sur ces choses-là, parce que sur chantier, le cohésimètre, on le met dans sa poche. C'est moins encombrant qu'une aiguille Proctor. Alors, fondamentaux. Ah, alors là, le grand précurseur, le petit génie qui a quasiment terminé sous camisole de force, tellement il était rigoureux. Mais on l'a oublié, et en 1957, il avait déjà, dans le Bishop première édition, vous voyez les essais de génération de pression interstitielle côté humide. Et là, l'exemple qui est donné, c'est pour de l'argile à bloco. Vous voyez que pour 2 points de teneur en eau, le coefficient de mesure de pression artificielle, il passe de 20% à 85%. Donc pour montrer que la réponse en pression, ça relève de l'horlogerie et pas du génie civil. Donc il faut être particulièrement vigilant dans toutes les préparations. Si vous avez foiré la référence, vous foirez tout le reste. Alors là aussi, des choses qu'on a oubliées, je ne comprends pas, c'est que si vous faites une phase de dissipation, vous remobilisez, le coefficient de réponse chute. Troisième, il rechute de nouveau. Ça se montre par le calcul et ça se démontre aisément. Et je dis à titre indicatif que ce TP, moi je l'ai fait en 1971. Donc je ne comprends pas qu'on tourne autour du pot pour faire des trucs comme ça. Et alors là, dès 1957, le petit génie avait déjà parlé des essais à chemin où vous arrivez à suivre un coefficient de sécurité et dire quelles sont les mobilisations et les réponses de pression dans ces conditions. Donc c'est le petit crowbar qui est mis à droite, où vous voyez des essais à l'optimum et des essais à optimum plus 7 faits chez Mecasol pour le réservoir eau. Bon, étude labo, tiens, comment ça se fait que je suis... Tiens, il y a quelque chose qui a disparu. Ah non, j'étais côté humide. Côté humide, on a vu. Réponse en pression et chute des cohésions non drainées. Maintenant, j'arrive côté sec, on en a parlé ce matin. Donc là, j'ai extirpé de ma doc des essais dont je savais qu'ils avaient été bien faits. C'est les derniers que j'ai pu maîtriser vraiment. Il y a une courbe Proctor, il y a les teneurs en air à 0, 5 et 10%,
Et on a fait des odomètres côté sec à l'optimum, côté humide. Vous voyez que côté sec, c'est la courbe bleue à droite, il y a un effondrement de 4,4% à la mise en eau. C'est-à-dire, on met les pierres poreuses à sec jusqu'à 2 bars. À 2 bars, j'admets la flotte dans l'odomètre. Je laisse 24 ou 48 heures. Ça suce la flotte, ça s'effondre. C'est-à-dire 4 cm par mètre d'effondrement. Les Anglais qui ont l'esprit pratique, comme je disais tout à l'heure, vous disent « Attention les gars, dans les sols fins, si vous avez plus de 10% de teneur en air, vous pouvez commencer à vivre dangereusement. » Eh bien oui, c'est vrai. Là, il y a 12,4% de teneur en air et je me suis effondré de 4,4%. Au passage, ma perméabilité, elle est 15 fois plus forte du côté sec qu'à l'optimum, mesuré dans un odomètre. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est mon petit échantillon. Donc voilà ce qui se passe côté sec. Et pour moi, le labo, c'est un outil. Hein, c'est un outil simple comme mon cohésimètre ou comme mes yeux quand je suis dans un puits. Hein. Donc il ne faut pas se priver de l'utiliser, mais il faut savoir ce que fout ce labo. Comment il prépare les terres. Et des fois, il faut faire 8 heures d'avion pour voir qu'un mec enfourne les terres dans une étuve à 105. Alors, c'est bien beau, on a fait du labo, on le disait ce matin, maintenant il faut transposer ça au terrain. Ah bah, la petite éprouvette, elle a fait ce qu'elle a pu. Hein. Elle fait 90 cm3 pour les plus petites, un peu plus gros pour les 100 mm. Et ben, les terres sont variables. Il n'y a pas les surfaces dues aux engins, de cisaillement dues aux engins. Il y a l'effet de la préparation des éprouvettes qui a été évoqué. Et il y a la vitesse de chargement au labo qui n'a rien à voir avec celle du terrain. Hein, donc, quand vous écrasez 1 mm/minute en eau drainée, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe sur le site. Donc, prudence et correction nécessaires pour passer aux valeurs de calcul. Alors, si on a la chance de la planche d'essai, on élimine une partie des problèmes, si on peut prélever sur une planche. Mais moi, en plus de 45 ans, j'ai dû toujours travailler dans la misère. Je n'ai jamais eu de planche d'essai au stade des études. Jamais. Bon, bah, correction appliquée, apportée aux mesures labo, on a un petit peu parlé. Alors, il y a toujours Peter Vaughan, qui est le petit génie successeur de Bishop. Et la correction appliquée pour retrouver des valeurs opératives en masse, c'est à peu près 0,6. C'est-à-dire ce que vous avez mesuré en rapide sur un cohésimètre ou en écrasement rapide non consolidé, non drainé, vous multipliez ça par 0,6 et vous avez une valeur de calcul approximative de dégrossissage si vous faites un calcul de stable en non drainé. Sachant que, bien entendu, vous allez faire comme tout le monde à la fin, un calcul final en caractéristiques intergranulaires et pression interstitielle mobilisée. C'est pas vrai pour les argiles sableuses. Oh merde, putain. Tu en es à 20 minutes. Bon. Alors, la résistance intergranulaire, bah, c'est pareil. Hein, on l'a mesuré, on a trouvé 22 degrés, 25 kPa de cohésion d'intercept. C'est pas pour autant qu'on va rentrer ça dans le calcul. Hein. Il y a les problèmes de rupture progressive, il y a les plans de cisaillement dus aux engins. Donc, l'incontournable Peter Vaughan donne également une formule qui permet de corriger ça pour trouver une valeur en masse, en prenant en compte les résiduels locaux sur des plans. Bilan des courses en général sur des argiles plastiques, vous allez baisser de 2 degrés et ramener la cohésion d'intercept à une poignée de kPa, pour ne pas dire 0, en termes de résistance opérative en masse à rentrer dans une stable. Alors je ne sais pas comment on l'appelle en règlement français, là maintenant dans le dernier document, la résistance caractéristique, c'est ça. Voilà. Bon. Calcul, j'en parle pas, tout le monde les pratique et beaucoup mieux que moi. Alors, ah ben ouais, quand on a fait des études, il faut faire un dossier d'appel d'offres. Hein, si on veut que dans un cadre normal, l'entrepreneur fasse à peu près ce qu'on souhaite. Là, je me mets dans la position du gars du bureau d'études. Hein. Ben, 9 fois sur 10, enfin moi, j'ai peut-être un mec fragile et qui n'est jamais sûr de lui, mais j'ai toujours des doutes. Donc la première chose que je spécifie dans le dossier d'appel d'offres, investigation complémentaire en début de chantier, pour qu'on me livre des informations dont j'aurai besoin pour mettre au point les plans d'exécution pendant que l'entrepreneur se mobilise. On les définit, puisqu'on est quand même très bien placé quand on a fait l'étude pour savoir où sont les loups potentiels. Ensuite, bon, ben, nature des matériaux, là c'est le spec, le bœuf à bas des specs, planche d'essai, c'est de convenance, écart de fourchette de teneur en eau dans les compactages, et au passage, les Britanniques spécifient certains ouvrages en fourchette de résistance
non drainé, mesuré dans un appareil triaxial amphi 100 mm avec une étreinte qui est spécifiée, une vitesse qui est spécifiée, en disant, vous me tapez un carottier U4 sur le chantier, vous allez me l'écraser dans la bécane, et le résultat, c'est passe-pas. On donne les deux critères de résistance. Bon, équipement du labo de chantier, ça sert, puisqu'actuellement, je visite des labos de chantier qui sont un peu le couloir, qui traîne entre je sais pas quoi et je sais pas quoi, c'est soi-disant le labo de chantier, et la pose et le suivi d'appareils d'auscultation essentiels. Ah, pardon, excusez-moi, je ne parle pas assez fort. Non, il faut mettre le micro pour l'enregistrement. Pardon ? Il faut mettre le micro pour l'enregistrement. Ah. Bon, dossier d'appel d'offres, information géotech, bah, là aussi, hein, ce que vous avez fait pendant la phase étude, c'est bien de le donner à l'entreprise. Et d'ailleurs, au passage, c'est à faire avec le soin le plus extrême. Quand vous allez tomber sur un géotechnicien d'entreprise qui a décidé de vous embêter, il va essayer de démontrer tout de suite que ce qu'il trouve au démarrage des travaux n'avait rien à voir avec ce que vous aviez trouvé pendant la phase d'étude. Et vas-y qu'on embringue la succession des extensions de délai, des coûts, des reprises de projets et tout le bazar. En particulier dans les marchés de type FIDIC avec le bouquin rouge, celui où les plans sont émis par le bureau d'études et l'entrepreneur construit as shown on drawings and specifications. Alors là, on en a parlé ce matin, je suis content parce que c'est pratiquement la première fois, c'est la variabilité des terres. Moi, j'ai été pendant 45 ans confronté à ça. Je donne à gauche, c'est une prospection pour 3 à 4 millions de mètres cubes de terre. Il y a eu, je ne sais pas combien, 83 essais Proctor réalisés. Vous voyez la frange, la variation de teneur en eau qui est obtenue là-dessus, ça fait 10 à 12 points entre les extrêmes. Bon, on va me dire, il y a peut-être des graviers en haut, n'importe quel gars va être capable de dire, vire-moi les graviers, mais je vais toujours retrouver à peu près 8 points de teneur en eau dans une zone qui est morphologiquement, géologiquement et altimétriquement sans différence notable. Donc ça, c'est les simples variations de plasticité, de teneur en sable, d'un tas de détails qu'il faut que je me balade dans la feuille. Et à droite, c'est la même chose avec des limites d'Atterberg. Je suis entre 12 et 43-44%. Alors les gens qui disent, bon, c'est pas compliqué, tu vas zoner en termes CL, CH, CH, CL, on va voir après ce que ça donne. Bon. Bon, contrôler des terres variables. Ah, on sait ça depuis 1950. Bon, moi je ne sais pas, je ne comprends pas qu'on continue à faire des procteurs de référence, à truffer le paysage au nucléodensimètre avec une valeur de procteur de référence à l'intérieur qui fait la division tout seul et qui donne le taux de compactage. La méthode de Hill, c'est très simple. Vous battez un carottier, vous mesurez une teneur en eau, une densité humide in situ, vous prélevez un gros sac de terre autour du carottier et ensuite, muni du matériel là aussi de haute technologie qui suit, une picette, un séchoir à cheveux, une balance et un moule procteur et une dame. Vous faites 3 essais, un à la teneur en eau de réception, vous essayez de sécher pour être du coup un peu sec, vous remouillez, éventuellement vous faites un 4e point jusqu'à ce que vous trouviez, en suivant les recommandations de M. Hill, c'est-à-dire en divisant par 1 plus la correction que vous avez faite, vous allez trouver une parabole, une pseudo-parabole avec un extrémum, et ça c'est le maximum. Vous divisez votre densité in situ par ça, et au miracle, c'est le taux de compactage à l'endroit précis où vous avez travaillé, et pas avec un puits distant de 200 mètres, 10 procteurs de référence pour la zone. L'écart de teneur en eau se lie également en bas. Avantage de la manip, vous n'avez pas massacré la terre. Vous travaillez autour de la teneur en eau naturelle, donc vous n'avez rien flingué dans ses propriétés. Et vous pouvez, quand vous êtes malin, faire du cohésimètre dans le moule. Ça, c'est le cohésimètre Géonord. Bon, alors, je vais montrer ensuite, là, j'arrive dans un exemple. Ben, voilà justement un barrage qui a été zoné de façon redoutable dans quelqu'un qui croyait au zonage des emprunts. En plus, le talus aval est d'une raideur épouvantable. L'explication, il n'y a pas eu de contre-pression dans les essais triaxiaux. Donc il y a 30, 40, 60 kPa de cohésion d'intercept et tout tient debout. Hein.
Bon, le projet était prévu sur des sables, mais il y avait quand même des doutes dans la tête des gens et était prévu une reconnaissance complémentaire en début de travaux qu'à porter sur les terres. Alors là, pas de peau. Quand on a regardé, c'était une autre terrasse. C'est à WOP moins 4,5, en dépit des charruages et de tout ce qu'on veut. C'est une galère épouvantable pour travailler. Donc mettre 3 millions de mètres cubes de terre comme ça faisait quand même mal au cœur à tout le monde, aussi bien à l'entreprise qu'à nous. Autre point, reconnaissance dans le lit de la rivière. Alors là aussi, pas de peau. On espérait que c'était des sables. Il y avait une provision au contrat pour des curages locaux. On fait tous les forages et on trouve jusqu'à 6 mètres dans un coin d'argile silteuse à 30 kPa. Des lentilles continues amont-aval. Bref, la stabilité d'ensemble du barrage tel que prévu est sacrément compromise et il faut repartir à zéro. En parallèle, on n'est quand même pas pris au dépourvu. On va fureter un peu plus loin et on trouve des matériaux aréniques qui paraissent assez sympas, qui se compactent bien. Et à droite, j'ai remonté ces fichus essais, mais là, je suis obligé de quitter le micro, sinon je ne peux rien montrer, hein, où j'ai reporté les teneurs en air à 0, 5 et 10. Ah, pardon, il fallait me le dire plus tôt. Moi, j'ai un petit QI, hein. Je croyais que c'était une matraque. Bon. Donc, j'ai reporté ces teneurs en air, hein, 0, 5, 10. Ça, je l'ai fait après, parce qu'à l'époque, j'étais dans l'ignorance totale. Et in between, j'ai lu le bouquin anglais Earthworks, deuxième édition, remarquablement bien foutu. Et je me suis dit, oh purée, c'est pas possible. J'ai les optimums sur 5% de teneur en air. Et j'ai mis toute ma recharge, ça c'est les résultats des contrôles, sur la limite du règlement british, c'est-à-dire à peu près 10% de teneur en air. Et au passage, si vous travaillez qu'avec, ça c'est le problème des personnels de supervision, ils disent on a le taux de compactage, on a plus de 95%. Ouais, mais si on ne fait pas gaffe aux teneurs en eau de mise en place et qu'on accorde des dérogations, on est certain de partir dans le mur. Puisque là, vous voyez la plage qui correspond à 95% dans les argiles, ça fait 1, 2, 3, 4, c'est ingérable, vous êtes sûr d'avoir le pépin. Alors voilà ce qu'on a fait. J'arrête, moi je vais peut-être pas mettre Chimé. Bon, alors voilà ce qu'on a fait, hein. On s'est dit quand même, on ne veut pas passer pour des ânes complets au niveau du client, donc il faut y aller. On a construit en 2 phases comme suit. On a complètement modifié le barrage, descendu le noyau au caillou, flanqué de recharge arénique. Rideau d'injection, collage, gna. On a construit, parce qu'il y avait très peu de temps, hein, il y avait une saison sèche, hein, pour dire, parce que la rivière se tarit, hein, j'ai oublié de le dire, la rivière se tarit en partie en saison sèche, donc on a pu dériver dans un petit canal qui passait une centaine de mètres cubes seconde quand il y avait de l'eau. On a fait une fouille générale, curé tout, monté la partie du barrage jusqu'à 208, et on est arrivé au 15 mai grâce à la diligence du conducteur de travaux principal de l'entreprise qui avait dit « je mettrai ma chambre à coucher sur la purge, mais je terminerai dans les temps ». Il a terminé dans les temps. On a réouvert les bâtards d'eau, et la rivière est passée pendant plusieurs mois sur la partie basse du barrage. Donc c'est une forme de dérivation économique. Hein, évidemment, si on cherche à passer la crue de saison des crues dans des pertuis de dérivation, il faut passer à la caisse là, hein, pour payer la dérivation. Bon, et ensuite, on a, en deuxième phase, rebâtardé, les ouvrages latéraux étaient disponibles, et on a fermé la brèche centrale. Donc je vais m'expliquer sur les photos. Vous voyez une petite bizarrerie, il y a un tapis 5, c'est un tapis drainant amont que, comme on avait quand même un peu tendance, sous les effets de tout le monde sur le chantier, du vibrionnage général, à serrer les sphincters. On s'est dit, c'est pas le moment de se ramasser des montées de pression interstitielle quand on accélère l'entreprise pour fermer la brèche. Là, on n'aurait pas eu l'air malin, là, hein. Donc on a mis ça en disant, ça au moins, ça dissipera des pressions s'il reste un problème. Bon, les contrôles ont montré, quand on a rebâtardé, je ne vais pas commenter le truc du haut, qu'on n'avait pas eu de modification notable, ni des teneurs en eau, ni que tout s'était bien passé. On n'avait pas gonflé comme des malades, ou tout foutu en l'air. La protection, d'ailleurs, au passage, était très légère. Donc ça, c'est les phasages. 1, la purge des alluvions, préparation du rocher.
les recharges ont commencé à être montées. 2, on construit le noyau, les recharges sont déjà sur le côté. Et on se dit, purée, on est pris par le temps, il faut accélérer. 3, c'est la fin de la saison humide où on a passé la rivière. Vous voyez les restes des bâtards d'eau qui ont été ouverts. On va refermer de nouveau pour vérifier si tout s'est bien passé. Voilà la vue générale. Il restait cette grosse brèche à fermer en dernière saison. Et la fermer impérativement, parce que si on ne fermait pas, on était embarqué. Et puis voilà, bon, une fois qu'on est dans la brèche, c'est un barrage qui est, comme tout le monde, un noyau d'argile, filtre cheminée centrale, et les recharges qui présentent l'avantage d'être très peu sensibles à la flotte. C'est-à-dire en cas de pluie, après quelques heures, on reprend. Sur le noyau, c'est pas pareil. Merde. C'est pour des gens calmes, hein, ce truc. Bon, alors l'intérêt, c'est de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a notre impression visuelle ou nos petits contrôles sont-ils corroborés par, effectivement, la montée du barrage final? Ma réponse en pression interstitielle dans les capteurs qui étaient dans les arènes, 5 à 9%. Alors j'avais fait des petits essais au labo à droite pour être à peu près dire où est-ce qu'on met les pieds, mais c'était encourageant. On n'a pas eu de saturation complète, de génération considérable de pression qui aurait perturbé les stabilités. Alors le tapis a peut-être aussi servi à quelque chose. Quant au noyau, 0,30 à 0,41. Le fuseau des arènes mis en place, il est là. La teneur moyenne en fine, c'était 20%. Le tableau récapitulatif en bas montre que la méthode de Hilf, dont j'ai parlé tout à l'heure, et j'ai oublié de dire que quand on fait Monsieur Hilf, on fait des prises d'essai et on met ces prises d'essai à l'étuve. C'est-à-dire on contrôle à 24 heures si on n'a pas déconnant dans le diagnostic Hilf. C'est le contrôle qualité de cette méthode. Et on voit là que les écarts sont extrêmement faibles. Donc on a compacté les arènes en moyenne, arène des recharges, -2, -1,5, et noyau plus 0,9. Bon, qui colle avec des indications de réponse en pression. Bon, je vais peut-être te passer la parole, ou tu veux que je dise 2 mots sur Chimbele. Bon, Chimbele, c'est l'exemple inverse. Hein. La devise du chantier, c'était voir Chimbele et pourrir. Hein, c'est-à-dire pluie moyenne 2500 mm, hygrométrie qui se comprend, c'est en forêt équatoriale boisée. Le barrage avait été prudemment dessiné par EDF en noyau incliné avec les 3 transitions de part et d'autre, donc vraiment bien. Matériaux, c'était des sols résiduels issus de l'altération des gneiss, 80% de pression à 80 000 à peu près, des IP très forts, hein, 45-56, et des soi-disant W-WOPN jusqu'à plus 13. Bon, j'ai mis un petit point d'interrogation, parce que je suspecte aussi quelques problèmes de préparation. Bon, alors comme c'était la mode à l'époque, on m'avait poussé à faire des études aux éléments finis, suivant l'approche américaine Kulavy-Gurtowski, qui nous racontait que tous les barrages du monde pétaient en fracturation hydraulique, en gros, quoi, hein, s'ils étaient légèrement du côté humide. Le tout basé sur la loi de Duncan des éléments hyperboliques. Alors j'ai fait le boulot, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait WO plus 6. Voilà, hein, donc on a dit maintenant les gars, comment on fait là, pour sécher? Alors, des tentatives désespérées vouées à l'échec. Il y a des gens qui avaient imaginé de mélanger les argiles avec la latérite gravillonnaire. Là, ça n'a pas fait long feu. Hein. Bon. Ensuite, il y a eu une deuxième idée. Chic les gars, on va construire un hangar avec des rampes chauffantes et des ventilateurs. Alors là aussi, à part sécher 5 cm de terre et faire de la brique, c'était pas vraiment non plus probant. Donc il fallait trouver autre chose. Hein. Chantier au scrapper, hein, d'ailleurs. Alors, les pratiques adoptées sur chantier, humilité devant la nature. Et c'est l'enregistrement hygrométrique du haut. Vous voyez qu'il y a eu 2 années, une année extrêmement humide et une année beaucoup plus sèche. Quand les hygrométries baissaient sous les 60%, on peut sécher. Donc le tout, c'est d'avoir un parc surdimensionné pour préparer des terres, faire du stock et pouvoir les mettre en place. Si les hygrométries restent bloquées à 80%, il faut rester couché, c'est pas la peine de griller du gasoil. Et la comparaison se traduit là aussi dans les teneurs en eau de moyenne de mise en place. En 77, on a mis à plus 5,5.
Et en 78, on a mis à plus 3,9. Donc on a eu beaucoup plus de facilité. Alors, on pilotait ça avec un gars, aussi, hein, c'est le petit tabac qui sert, hein, cohésion non drainée versus écart moins WO, qui s'affranchit de la variabilité des terres à partir de ce qu'on avait fait comme manip. Et sur place, quand on séchait, il y avait un manœuvre qui, toutes les 15 minutes, tapait un proctor, un coup de cohésimètre à l'intérieur, un gars qui venait vérifier où c'était dans la bac, en disant, bon, ben, allez, hop, j'ai 100 kPH, je suis peut-être au WO plus 4,5, c'est bon, tu peux envoyer ça sur le barrage, ça tiendra la route, et ça sera accepté en réception. Le noyau, néanmoins, en certaines circonstances adverses, il a fallu le bâcher, et la première année, il y a eu des vidages de pieds tamping avec des éponges. Hein, tellement l'entrepreneur était terrorisé à la pensée de dire, je vais devoir enlever une couche mise à grand-peine, je n'ai pas eu le temps de la passer au rouleau lisse, je ne veux pas l'enlever, je suis prêt à prendre des manœuvres pour éponger les empreintes de pieds tamping. Et je précise qu'il n'y avait que 38 000 m3 de terre à faire. Donc une misère, hein. Une misère sur des chantiers où beaucoup tournent à 12 000 m3 jour. Hein. Mais voire 2 années de bazar complet. Et voilà les solutions. Donc humilité devant la nature, et puis moyen simple. Le labo, c'est un outil, hein. C'est comme une clé à molette ou un tournevis, c'est fait pour s'en servir. Bon, le reste, voilà. Alors, principe, après avoir sué et fait un truc qui ne me passionnait pas, les éléments finis, j'avais présenté ça, c'était d'ailleurs en 1980, et Monsieur Post, à la fin, m'avait dit, mais êtes-vous au courant, Monsieur Lejeune, de la pratique anglaise? Et j'étais très sec en répondant non, j'étais pas au courant. Et c'est le truc absolument inverse, c'est les Anglais qui, dans les années 1850, faisaient des barrages à noyaux d'argile courroyés, où c'était les bottes des hommes qui compactaient, avec des cohésions dehors, des résistances non drainées à 17-20 kPa. Et effectivement, il y en a qui se sont pétés parce qu'il y avait absence de filtre aval et des trucs comme ça, mais vous démontrez aisément par le calcul qu'un truc très mou, vous avez une sécurité en fracturation hydraulique. C'est l'exemple inverse. Et donc, il y a des gars qui ont eu la moelle de faire des grands projets avec ça, et c'est le cas au Bonasavu, aux îles Fidji, où le barrage de 80 mètres, il a un noyau d'argile sol résiduel, où la résistance non drainée, c'est 17 kPa. C'est pratiquement la Rasputitsa qui a englouti Napoléon ou les Panzers de la Wehrmacht, 17 kPa. Et c'est compacté au bulle marée, là-haut, ground pressure, si on peut utiliser le mot compacté. Donc voilà, l'inverse complet. Moi, comme quoi on peut à un moment pratiquer quelque chose et après se reposer des questions au fond en disant « Grand Dieu, pourquoi ai-je fait ça ?» Bon, moi j'en ai terminé, ça, je ne sais pas la peine d'en parler, c'est montrer que même des grands anciens se sont plantés avec ces histoires de préparation hyper. À gauche, c'est Satsunu Adam, c'est très intéressant, c'est un contentieux d'ailleurs entre Terzedi et M. Kako, qui défendait l'entreprise française, ça s'est terminé en arbitrage à Nairobi, c'est très bien raconté dans le bouquin de Goodman. L'entreprise française ne voulait pas construire, Terzedi a dit ça sera comme ça et pas autrement, et ça a été construit en régie directement par la ville de Nairobi. Mais avec énormément de séchage de terre, alors qu'à la surélévation, on s'est aperçu qu'avec des moyens beaucoup moindres, on pouvait s'en sortir. Et que ce n'était pas la peine de sécher aussi fort. Et le problème venait de ces étuvages prélèves de terre, donc on peut s'appeler Terzedi, et tomber aussi dans certains problèmes. Mais ça, c'était il y a 70 ans. Et le petit malin au fond du labo qui a détecté les problèmes de préparation, c'était une fois de plus Bishop, et ça figure dans le bouquin. Bon, par contre, après, excès d'optimisme, toujours avec le même bureau d'études, d'ailleurs c'est intéressant à dire, hein, c'est toujours Howard Humphrey, hein, pourquoi les nommer. C'est le FICADAM 1994, où là, évidemment, moi j'ai une copie des specs, je suis assez effaré par ce qui était admis en teneur en eau, ça n'a pas raté. Là, pour diverses raisons, on a dû s'arrêter en cours de route et flanquer des tapis drainants dans les recharges, des puits de dissipation des pressions, des bermes amont. Bon, on était là un peu trop tangent dans les stabilités générales. Et le plus terrible, c'est quand on lit l'article, puisque moi, je n'ai pas vécu l'affaire. Tout le monde essayait de faire des contrôles en termes de résistance non drainée, mais là, j'ai recopié ce qui est dans l'article. On n'a pas utilisé le contrôle en résistance non drainée, ouvrez les guillemets, pour des raisons contractuelles.
qui montre d'ailleurs la force d'un contract engineer dans l'entreprise comparé aux pauvres techniciens. Voilà, bon, moi j'en ai fini.